Bonjour à vous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme inspirante pour les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent prendre en main la responsabilité de leur évolution aussi bien professionnellement que personnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie parce qu'elle induit la notion de responsabilité et de mise en action par opposition à celui de victime. Et plus nous avançons dans ce XXIe siècle, plus il apparaît que nous sommes de plus en plus amenés à être des entités indépendantes au service d'autres entités. Ce fut d'ailleurs le sujet de notre premier épisode. Alors demain, tous entrepreneurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est une belle introduction à ce podcast. Et avec autant d'entrepreneurs dans le monde, on peut se demander ce qui permet de se démarquer. Quels sont les ingrédients qui permettent à certains de voir leur projet décoller alors que d'autres peinent à émerger à la surface ou à se maintenir dans le temps? Dans ce deuxième épisode, je souhaite m'intéresser aux atouts de l'entrepreneur moderne pour naviguer avec force dans ce monde. Quels sont les facteurs clés de succès qui permettent à l'entrepreneur moderne d'atteindre la réalisation de ses objectifs, quel que soit son domaine d'activité? Pour commencer, qu'est-ce qu'un facteur clé de succès ou FCS? Eh bien, les FCS sont la base pour exister, voire survivre et être compétitif dans un secteur d'activité. Le FCF désigne un élément stratégique ou une compétence essentielle, voire indispensable, à prendre en compte et à maîtriser pour s'établir sur un marché, réussir dans un domaine d'activité spécifique. Donc chaque secteur a plusieurs FCS qui lui sont propres et il est nécessaire à l'entreprise qui souhaite intervenir sur ce marché de maîtriser au risque de ne pas être compétitive. Donc les facteurs clés de succès, c'est une exigence de marché, des attentes clients et les dynamiques concurrentielles. Exemple de FCF, ce sont les prix compétitifs, la réputation en matière de sécurité et de fiabilité, la maîtrise d'un procédé de fabrication, la qualité de produit, le respect des normes sanitaires et environnementales. Par exemple, le pain au levain, qui est un peu une mode, au levain naturel. Si vous n'avez pas la capacité de maîtriser ce procédé qui est une exigence client, c'est un manque ou un défaut de compétence qui peut impacter la performance de votre entreprise. Parce que le client, il ira chercher son pain levain naturel dans une autre boulangerie simplement. Autre exemple, si vous voulez percer sur le marché chinois et que vous parlez chinois, donc vous détenez un énorme FCS. Et si en plus vous maîtrisez les codes culturels, alors là vous avez un véritable avantage concurrentiel pour gagner des contrats et des parts de marché. Donc le FCS doit quelque part contribuer directement à l'atteinte des objectifs stratégiques qui sont par exemple gagner des parts de marché, faire du profit, satisfaire le client ou autre. C'est une réponse directe qui permet de s'ajuster à l'environnement que l'on convoite. Donc, alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour identifier le FCF spécifique à son secteur d'activité? On peut commencer par se poser des questions du type quelles sont les attentes prioritaires des clients dans ce secteur, quelles sont les compétences ou ressources nécessaires pour répondre à ces attentes, quels éléments permettent de se conformer aux normes ou réglementations. Pour structurer la démarche, on peut s'aider de 3 matrices. La première, c'est la matrice Pestel. Cette matrice permet d'analyser les principaux facteurs macroéconomiques ou macro-environnementaux qui peuvent impacter l'entreprise. Donc ces macro-facteurs sont la politique, l'économique, le socioculturel, le technologique, l'économique et le légal. Ensuite, une deuxième matrice que je peux proposer, c'est la matrice de Porter,
qui, elle, permet d'identifier les forces en concurrence, mais là, dans l'industrie ou dans votre secteur d'activité. L'objectif initial de cette matrice, c'était de mesurer l'attractivité d'un marché pour un investisseur potentiel. Et donc là, on va chercher à mesurer les critères suivants, qui sont la concurrence intrasectorielle, est-ce que c'est très concurrentiel ou pas, les menaces des investisseurs potentiels, des nouveaux entrants, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, est-ce qu'il y a beaucoup de produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Troisième matrice, on a la matrice SWOT. Donc SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Et donc cette matrice permet de mettre en perspective nos forces et faiblesses par rapport aux opportunités et menaces du secteur d'activité. En résumé, est-ce qu'on est armé pour faire face aux menaces ou est-ce qu'on a suffisamment de FCS adéquats à niveau pour se positionner et saisir les opportunités. Donc, ces différentes matrices aident à analyser l'environnement au niveau macro, au niveau intrasectoriel. Donc cette analyse approfondie permet ensuite de pouvoir développer une stratégie adaptée qui répondra, voire surpassera les attentes du marché. Avec ces éléments, on peut maintenant procéder à analyser qu'est-ce qui, dans notre monde, constitue un défi majeur pour l'entrepreneur ou l'individu entreprenant. L'identification des attentes du marché global nous permettra ensuite d'identifier quels FCS sont déterminants pour réussir. En effectuant une recherche, on trouvera comme principaux défis majeurs la concurrence accrue et multifacette. La concurrence accrue parce que maintenant on est dans la mondialisation et que la compétition n'est plus seulement locale, mais inclut aussi le fermier à l'autre bout du monde. Donc ça rappelle le slogan « Act local, think global ». Donc ça induit que la plupart des barrières des marchés ont baissé, donc il y a beaucoup plus d'entrants, d'opérateurs. Et donc là, on va chercher à qu'est-ce qui fait la différence entre un compétiteur et un autre. Donc la compétitivité, elle peut se jouer par l'accès aux matières premières. Donc si vous avez accès à des matières à des prix raisonnables et en abondance à proximité, ça c'est super. L'accès aux compétences ou à la main-d'œuvre qualifiée et abordable. Donc par rapport à l'accès à la main-d'œuvre, vous avez par exemple dans l'industrie automobile, où alors c'est plus en Occident, où on va dire que les différents producteurs transfèrent leur production de leur marché initial vers des marchés où on va avoir accès à une main-d'œuvre formée et à prix plus raisonnable. Également dans le domaine du textile, où pareillement, on va délocaliser vers des zones avec une main-d'œuvre formée et accessible pour pouvoir ne pas perdre en compétitivité, c'est-à-dire pouvoir proposer des prix abordables à la clientèle. Un autre type de ressources qui peut être très pénalisant et qui concerne moins les pays développés, c'est l'accès à l'énergie. Avoir de l'électricité de manière permanente, 24 heures sur 24, avoir de l'eau pour la production agricole par exemple. Donc être à même de faire tourner ces machines nuit et jour sans interruption dommageable, ça peut être aussi un luxe dans certains marchés. Et puis pareil, lorsque vous créez votre entreprise, vous pouvez aussi peut-être avoir besoin de financement pour se procurer les ressources, pour embaucher du personnel. La question est comment trouver les investisseurs ou les banques qui permettront à votre projet de grandir. Donc voilà les questions liées à la concurrence accrue. Ensuite, deuxième défi, on a l'évolution technologique rapide. Donc vous voyez, la technologie est aujourd'hui partout. Aussi bien dans nos vies privées que professionnelles, c'est une grande aide, ça permet d'aller plus vite, à condition qu'on s'y intéresse et qu'on s'y investisse.
Donc c'est soit on reste à distance par méconnaissance ou négligence, et alors on voit les autres gagner en compétences, en innovation, nous passer devant. Les entreprises, ou voire même les personnes qui ne savent pas tirer parti des nouvelles technologies, on s'expose à des impacts négatifs qui peuvent compromettre notre compétitivité, mais aussi notre pérennité. On aura plus de difficultés à rivaliser avec les concurrents qui, eux, seront plus innovants, qui auront de meilleurs produits ou des services à prix plus attractifs. Une réduction de la visibilité et de l'attractivité par défaut de présence sur les plateformes numériques, difficulté à s'adapter aux attentes des clients, manque de fluidité, pas de personnalisation de services, pas d'e-commerce, on n'est pas sur les applis, pas de service client automatisé, enfin, la pléthore d'exemples. Il y a aussi l'impact sur la sécurité, avec la nécessité maintenant de protéger les données sensibles contre les cyberattaques. Si vous vous connectez aujourd'hui sur les sites institutionnels ou simplement sur votre banque, vous allez avoir maintenant en permanence des messages qui vont vous dire attention à vos données, faites attention à qui vous partagez vos informations, cachez vos données, enfin protégez-vous. Donc voilà pour la question liée à la sécurité. Ensuite, en troisième défi, on aura la responsabilité sociale. Le RSE est très présent aujourd'hui parce qu'avec la prise de conscience des enjeux environnementaux, les entreprises se retrouvent au centre de débats parce qu'elles sont autant consommatrices que productrices. Les consommateurs, eux, sont de plus en plus concernés par l'impact de l'entreprise sur la couche d'ozone, le niveau de son empreinte carbone et si ses produits sont écologiquement responsables ou pas. Lorsqu'une entreprise ne respecte pas ses engagements ou simplement les normes, par exemple faire du greenwashing, dire qu'on est durable et local alors que ce n'est pas vraiment le cas, avoir un manque de transparence, ne pas tout publier sur l'étiquette, exploiter que ce soit les sols ou les personnes de manière inconsidérée, polluer, enfin tout ce qui est déchets, ne pas gérer ses déchets. Donc on peut s'exposer à des conséquences assez brutales. Ça commence par la perte de confiance des consommateurs, des clients. Ensuite, il y a une réputation négative parce que les gens parlent, etc. sur les réseaux, donc votre réputation, elle va être faite pour vous. Ensuite, il peut aussi y avoir des sanctions légales et financières, des pénalités. Et puis une baisse de vente, baisse de part de marché et fuite de vos investisseurs. En clair, il faut comprendre que les clients privilégient des entrepreneurs socialement responsables avec des produits locaux, un bon traitement des animaux et des employés. Quatrième défi, la conjoncture. Conjoncture parce qu'on voit, ça bouge, ça craque, ça crise, ça se retourne. Même si un marché présente des éléments de stabilité aujourd'hui, rien ne garantit que cela perdure. Moi, j'ai débuté ma vie professionnelle en 2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis. Donc crise qui s'est transformée en une crise financière mondiale avec pour impact de la récession, hausse de chômage, des banques à risque. Il y avait une opération pour sauver les banques. Ensuite, les crises ont continué. On a eu en 2010 la crise de la dette des pays souverains. Donc moi, la Grèce m'a beaucoup marqué. Puis en 2014, une crise au Venezuela. 2020, il y a eu le Brexit avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ensuite, on a encore la crise du Covid, qui s'est transformée en crise mondiale. Et 2023, on a aussi eu la crise de la dette mondiale, avec un impact très fort également sur 2024. Donc on voit en fait ces épisodes qui vont et viennent. Et avec ça, l'instabilité politique qui est plus courante dans certaines zones que d'autres. Mais on a tout de même pu constater aussi que le balai politique en France a induit un manque de confiance des marchés. Et tout ça, ça se paye avec un coût important pour accéder aux prêts bancaires. Avec tout ça, on a en plus un client qui est de plus en plus instable,
qu'il y a des difficultés d'engagement, car le client il a le choix aujourd'hui. En un seul clic, il peut voir l'ensemble de possibilités qui se présentent à lui, comparer les prix sur différentes plateformes. Donc dans ce contexte, comment être suffisamment compétitif pour rester attractif? Donc on en revient à notre question de FCS. Donc là, au niveau global, on a un aperçu des défis macroéconomiques et concurrentiels sur lesquels l'entrepreneur doit se positionner lorsqu'il souhaite entrer dans le jeu et proposer un produit ou un service. Une fois la contrainte ou le besoin connu, c'est assez aisé de proposer des axes d'amélioration pour l'entrepreneur. Donc, de ce qu'on vient de voir, les principaux facteurs clés de succès à acquérir pour exister dans la compétition mondiale sont, premier point, la différenciation par rapport à la concurrence accrue. Donc, la différenciation comme réponse à la concurrence qui se fait souvent par l'innovation. Et qui dit innovation dit bien sûr technologie numérique. Ou encore on peut trouver un positionnement unique, mais c'est surtout avec la différenciation, donc il n'y a pas forcément besoin de technologie pour se différencier, mais il faut quand même souligner ici l'importance de la transformation numérique, que ce soit pour des outils de gestion, de communication, de production, qui peuvent aider à gagner du temps. Ensuite, deuxième FCS, la visibilité et l'éthique. Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut être présent là où sont nos clients et faire en sorte qu'ils nous atteignent facilement. Mais avec la présence en ligne va aussi une exigence de différenciation et d'authenticité. L'image qu'on véhicule doit être en alignement non seulement avec nos valeurs, mais également avec les objectifs économiques qu'on poursuit. Donc oui, une présence en ligne active et pertinente pour développer une relation long terme avec le client. Se positionner comme une entreprise écologique, responsable, c'est s'assurer que l'ensemble de notre chaîne de valeur qui inclut les parties prenantes sont alignées. Donc non, il n'est pas bon d'ignorer ce que fait notre sous-traitant ou fournisseur. Donc pour les démarches, ce que ça intéresse, on peut s'appuyer sur la norme ISO 26000, qui est la norme de responsabilité sociale cadrée par la Commission européenne. Et les 3 piliers RSE sont au niveau sociétal, satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité et intergénérationnelle. Au niveau environnemental, préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques. Donc en inscrivant la transition vers des matériaux, des procédés plus écologiques, aller vers le pétrole vert, avec la biomasse, penser à des matériaux qui remplaceront le cuir pour la maroquinerie par exemple, revaloriser le plastique, investir dans l'économie circulaire, ou encore s'adapter aux normes énergétiques. Le 3e pilier, c'est le pilier économique, qui est bien sûr ce que fait une entreprise, créer de la richesse et améliorer les conditions de vie matérielles. Autre FCS, donc c'est de l'agilité, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Donc pour faire face aux différentes évolutions, que ce soit les évolutions du marché, pour faire face à l'instabilité, faire face à la conjoncture, ou les évolutions technologiques tout simplement, il faut être de plus en plus agile. Et comment est-ce qu'on devient agile ? En étant réactif, en prenant les bonnes décisions au bon moment. Et pour pouvoir avoir de la réactivité, il faut être préparé. On se prépare en se donnant de la visibilité sur le réel, donc en étant informé sur le marché, les tendances, les KPI, qui est performance indicateur clé de performance, avec les analyses. Et dans ce cas-là, bien sûr, la technologie est une grande aide avec les logiciels de gestion, les ERP. Donc la technologie nous assiste dans ce domaine parce qu'elle peut traiter des données en masse et nous donner des analyses plus précises. Et dans nos vies également, on automatise, par exemple, pour montrer que la technologie est une aide, on automatise aussi avec le lave-linge, la vaisselle, les agendas avec gestion du temps intégré. Donc
la technologie nous permet de gagner du temps et d'avancer plus vite. Autre trait qui sont des facteurs clés de succès, le leadership, qui inclut de la vision et de la résilience. Donc en tant qu'entrepreneur, il est important de travailler sa capacité à insuffler la confiance et à guider nos équipes ou notre organisation vers la réalisation d'objectifs communs à toutes les parties prenantes. Si votre vision est claire et que vous l'habitez, alors vous pouvez la transmettre avec passion et inspirer les autres à vous suivre sans autoritarisme ni corruption. Donc vous pouvez transmettre aux investisseurs comment votre projet va créer de la valeur, encourager vos équipes à la collaboration et à la cohésion, ou encore montrer le chemin de la résilience en cas de crise. Savoir ce qu'on veut, écouter, faire preuve d'empathie. Et puis, le leadership, c'est aussi s'entourer de personnes qui sont plus qualifiées que nous, qui en savent plus que nous, qui peuvent nous apprendre des choses. Donc, il est important de déléguer, mettre en avant les réalisations de ses équipes. Un leader doit être entouré par le savoir et l'influence des autres, afin d'avoir un vivier où puiser en cas de besoin. Alors, simplement, construisez-vous un réseau solide. Participez à des événements, à des conférences, entretenez des relations avec des investisseurs potentiels. Pour des personnalités influentes et visionnaires avec du leadership, je peux vous proposer d'étudier Steve Jobs, par exemple, pour le design et tout ce qui est interface intuitive, Elon Musk pour les énergies renouvelables et Oprah Winfrey pour la transformation des médias. Et vous remarquez que parmi les FCS que j'ai cités, les soft skills ou les compétences relationnelles font une belle part. Et pour cause, l'entreprise, c'est avant tout des individus. Ce sont les individus qui composent l'entreprise ou la créent. L'homme adaptable trouvera les moyens de son adaptation. Il observera, se formera, contournera. Donc, avec ce que je viens de vous donner, on a presque finalisé notre réponse concernant les facteurs clés de succès nécessaires à l'entrepreneur mondial. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu plus loin, pour repousser nos perspectives, avec un petit exemple. Donc imaginez qu'on vous projette dans un environnement inconnu, où vous ne connaissez personne, donc c'est un cas très pathétique. Vous connaissez personne dans un environnement inconnu, il y a une administration sympa qui vous donne quand même un terrain nu, votre propriété, donc ce terrain, il n'y a pas de construction dessus, terrain vierge, et sur ce terrain, vous pouvez y construire votre maison et aussi votre potager, car vous n'avez pas d'argent. Et en plus, il n'y a pas de magasin, dans cette partie du monde. En revanche, vous pouvez accéder à toutes les ressources non privées de manière gratuite et illimitée. Alors, donc là, vous avez un terrain, mais vous avez besoin d'une maison. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour construire votre maison ? De quoi allez-vous vous servir ? Quelle est la première ? Quelles sont vos ressources ? Quelle est la première ressource en votre possession qui va pouvoir vous aider à construire cette maison ? Eh bien, je dirais que nous avons tous un corps qui est notre première ressource. Un corps avec une tête, et dans notre tête, il y a nos yeux qui vont nous permettre d'observer, notre cerveau qui va analyser les informations. On va observer, voir comment est notre environnement, est-ce que c'est pluvieux, est-ce que c'est sec, chaud, froid, neige. On va simplement observer les autres maisons et voir de quels matériaux ces maisons sont constituées. À partir de là, on va développer une vision de ce qui est possible pour nous. Ensuite, on va utiliser notre bouche pour dire ce qu'on veut, poser des questions à nos voisins pour les matériaux qu'eux-mêmes ont utilisés pour construire leur maison.
On va beaucoup utiliser nos oreilles pour écouter ce qu'ils vont nous dire, leurs conseils. Une fois qu'on a suffisamment d'éléments pour bâtir un plan, on va pouvoir, voilà, avec notre imagination, on bâtit le plan de la maison. Mais est-ce qu'on va faire ça tout seul? Construire une maison alors que peut-être qu'on n'a pas du tout les compétences pour construire une maison. Là, donc on a eu notre tête, donc maintenant, on va utiliser nos émotions. Nos émotions, c'est notre cœur ou notre intelligence émotionnelle, notre confiance en nous et en les autres, qui nous permettra de nous calibrer à ceux qui nous entourent et faire preuve de leadership afin de les embarquer dans notre projet, toujours sans menace ni corruption. Et ensuite, on a nos membres pour passer à l'action. Donc, nos membres, ce sont nos mains, nos jambes qui nous permettent de réaliser opérationnellement des choses ou notre projet. Couper du bois, déplacer des matériaux, tracer, creuser, planter. Donc, nos membres, c'est notre agilité. On va demander aux personnes de nous accompagner en nous formant à la construction d'une maison. Peut-être en retour, on leur proposera de les aider à certains travaux. Et donc, pour pouvoir suivre tout ça apprentissage, on va donc utiliser notre tête, notre cœur et nos membres. Donc, je dirais que quand ces trois éléments sont au top, la tête, le cœur et les membres du corps en général, quand ces trois éléments sont au top, on peut réaliser notre projet dans les meilleures conditions qui soient. On est quelque part en paix. La paix du cœur, la paix mentale, la santé du corps. Sinon, on a un désavantage qui nous rend dépendants de notre environnement. Quand on est en paix, en général, on connaît le chemin. On peut trouver les moyens, on peut apprendre à faire, et ensuite on peut réaliser le plan ou notre entreprise. Donc, de cet exercice, nous pouvons en conclure que les principaux facteurs clés de succès de l'homme entreprenant sont sa santé mentale, son bien-être physique, psychologique et sa gestion du stress, sa santé physique qui lui permet d'accomplir les tâches et sa santé émotionnelle qui lui permet de faire face aux défis émotionnels de manière constructive. Donc ces facteurs clés de succès influent directement sur la performance individuelle et organisationnelle en influençant la productivité, la résilience et la capacité à innover. Donc je rappelle ce qu'on a dit d'un FCS, c'est qu'il doit contribuer directement à l'atteinte des objectifs stratégiques qui sont soit gagner des parts de marché, de la profitabilité, satisfaction client, donc il permet de produire, de convaincre, de vendre. Donc ces trois dimensions, santé mentale, physique et émotionnelle, sont bien des FCS car ils impactent sur la performance globale, meilleure performance, créativité et résilience. La réduction des coûts, ce qui dit bonne santé, dit moins d'absence, moins de conflits internes. Et l'attractivité et la fidélisation, parce que la beauté et la santé, ça donne confiance et ça attire. Voilà notre réponse au complet concernant les facteurs clés de succès de notre entrepreneur moderne mondial. La conclusion ici, c'est prenons soin de nous, mentalement, physiquement, émotionnellement, et le reste suivra. Pour conclure, je souhaite également vous proposer une lecture du livre Success Factor Modeling par Deal Strategy Group. Donc, ce sont des facteurs clés de succès, modelage des facteurs clés de succès quelque part. Donc, Deal, c'est la famille de Robert Dills qui est à l'origine de la pyramide de Maslow. Donc le Success Factor Modeling, c'est une série de 3 volumes qui aident méthodiquement à identifier et comprendre les facteurs de succès indispensables qui accompagnent les personnes et les organisations qui réussissent. Donc le premier volume, c'est Next Generation Entrepreneur, donc la prochaine génération d'entrepreneurs. Le deuxième, Generative Collaboration, pour une dynamique, on va dire, de groupe.
Et le troisième, c'est Conscious Leadership ou leadership consensueux. Donc, le Success Factor Modeling est un processus pour identifier les caractéristiques clés et capacités partagées par les entrepreneurs à succès. On peut dire que le cercle du succès, selon Diels, c'est l'alignement entre la vision, l'ambition, la mission et le rôle. Donc, en le lisant, ce sera un exercice qui vous permet de travailler stratégiquement la cohérence entre l'éthique, la face éthique et économique de votre projet, la cohérence entre l'individu et le groupe, entre l'ego et le cœur, ou encore entre la pensée et l'action. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que ce partage a été nourrissant pour vous et que vous avez pu attraper quelques intérêts au passage. N'hésitez pas à me partager votre retour concernant les FCS, les différentes matrices ou encore les volumes Success Factor Modeling de Diels. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt avec de nouveaux partages. Merci.